Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr. Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Choisis pas sa couleur de peau. Encore moins des tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? L'union fait la force. Equality, les actus Politique. Est-ce que vous en avez des actus politiques en tête? Bah, moi, celle que je t'ai parlé la semaine dernière, mais... Vas-y. Bah, la fameuse gifle... Enfin, pas la gifle, mais la réprimande de Monsieur Macron envers un jeune qu'il a légèrement interpellé familièrement, quoi. En lui disant « Hey, salut, Manu !» Et puis voilà, quoi. Et l'autre, il s'est fait descendre... le petit jeune s'est fait descendre comme c'est pas permis par Manu, et voilà, quoi. Et Manu descend, bah pourquoi faire? Voilà, c'était un peu triste pour le gamin, quoi. Je veux dire, bon, voilà. C'est sûr que ça n'aurait pas dû être fait puisque c'était fait en cérémonie, mais bon. Alors justement, on va parler de Macron parce que comme c'est nos dernières actus, on va forcément un petit peu finir en parlant de lui quand même. Il y a une question qu'on a déjà parlé quand on avait fait le bilan de Macron de ces 1 an. Il y a une question qui est revenue à la surface aujourd'hui, c'est est-ce que Macron est un président des riches? D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que oui ou non vous trouvez que c'est un président des riches? Bah, je pense qu'il essaye de faire au mieux. De satisfaire un petit peu toutes les classes, d'essayer d'améliorer un petit peu aussi notre train, de faire en sorte qu'on soit peut-être moins taxé, etc., etc. Il essaye de faire un peu plus de réformes, donc voilà, et je pense qu'il essaye de rattraper un peu les conneries de beaucoup d'autres en arrière. Alors, l'affaire est entendue, Emmanuel Macron serait bien le président des riches. Dans une note récente publiée par le journal Le Monde, 3 économistes, ils s'appellent Philippe Aghion, Philippe Martin et Jean Pisani-Ferry, font valoir que la stratégie présidentielle souffrirait d'un manque de clarté, en particulier par des mesures fiscales favorables aux plus riches. Elle n'afficherait pas assez sa cohérence pour l'objectif social d'une plus grande mobilité sociale et d'une égalité des possibles pour tous. Et cette note avance alors un ensemble de propositions de réformes très spécifiques visant à combler cette lacune, allant de la suppression des grands corps à la modulation de la durée de l'indemnisation chômage selon la situation conjoncturelle, au maintien de la taxe d'habitation, on en a largement parlé, sur les 20% des ménages des plus aisés, à une progressivité de la taxe foncière et un alourdissement des droits de succession sur les très gros héritages. Donc cette note qui n'était pas destinée à être publiée mêle le diagnostic désenchanté et les propositions de redressement, l'indignation morale et les prescriptions de politique publique, la critique d'une communication gouvernementale confisquée par la droite du gouvernement et la dénonciation d'une stratégie politique d'ouverture à droite dans la perspective des prochaines élections. Donc dans cet esprit, la réforme de la taxe d'habitation ne nous paraît pas un bon choix. Ça, c'est ce qu'ont dit les économistes. Son coût annuel correspond à 3 fois plus le budget du CNRS. La réforme indispensable de la taxe d'habitation comme celle de la taxe foncière sont celles des valeurs cadastrales. Mais plutôt que de faire disparaître la taxe d'habitation pour 80% ou la totalité des contribuables, il aurait été préférable, à nos yeux, aux yeux des économistes, de mobiliser cette marge de manœuvre pour tout à la fois augmenter les dépenses de recherche et d'enseignement supérieur et pour contribuer au désendettement public. La France est un pays spontanément inégalitaire. Les évaluations de l'OCDE indiquent qu'avant transfert et taxes, le coefficient de Gini, qui est un indicateur d'inégalité de salaire, y est comparable à celui observé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dans cet esprit, la concentration de la taxe d'habitation sur les plus riches, mais même si elle est écartée pour des raisons constitutionnelles, ne se justifie pas plus qu'une progressivité de la taxe foncière. L'autre inégalité inacceptable d'une faible mobilité sociale doit être combattue avec la plus grande détermination. La suppression des grands corps peut y contribuer, mais le volet essentiel en sera la réforme radicale de l'enseignement et de la formation. Alors, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est très économique ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que, en gros, déjà, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est président des riches? Est-ce que 2, ces réformes qu'il est en train de faire depuis 2 ans, est-ce qu'économiquement parlant c'est bien joué, ou est-ce qu'au contraire il est en train de plus nous affaiblir au niveau économique? Je pense que l'indice parle de lui-même. On est quand même bien remonté au niveau de la classe du AA, etc., etc. Je pense que la dette publique a été quand même assez réduite.
Ça va remonter l'année prochaine, Donc, la dette. Hein. Tant qu'il il fait son possible pour réduire toute cette dette et puis pouvoir à ce qu'on redevienne un pays compétitif, quoi, je veux dire. Et s'il faut passer par des grosses réformes, moi j'ai rien contre, quoi, je veux dire. Hein. Il y a d'autres pays qui ont fait des grosses réformes et qui s'en sont sortis, quoi, je veux dire. Donc si d'autres y arrivent, pourquoi pas nous, quoi. Moi j'ai une question, est-ce que là il lui reste 4 ans? Comment voyez-vous l'avenir de la France avec Macron pendant 4 ans? De toute façon, ça pourra pas aller en allant pire. Hein. Ça sera pas plus pire que... Plus pire. Ça n'existe pas. Ça sera pire, plus mieux aussi. Ça sera plus mieux aussi. Ça n'existe pas plus pire. Mais non, bon. mais ça sera pas... Ça sera pas pire que je pense que ça là, l'est maintenant. On est à 1 an et des brouettes de mandat. Je pense qu'il faut encore un peu patienter. Mais un an et bientôt 2 mois. Je pense qu'il est bien lancé, quoi. Donc, s'il fait cette première année, s'il fait les prochaines années comme cette première année, en gardant cet objectif, voilà, de remonter le côté économique de la France tel qu'on l'a connu à une certaine époque, pourquoi pas, quoi, je veux dire. Donc, s'il faut passer par des grosses réformes et puis serrer la vis, on serrera la vis, quoi, je veux dire. C'est pas d'hier qu'on l'a fait, quoi, je veux dire. Beaucoup de ses prédécesseurs ont promis une amélioration et puis on s'est plus enfoncé qu'autre chose. Donc je pense qu'il est bien parti. Après voilà, il est jeune, hein, il est pas comme ses prédécesseurs, quoi. Je veux dire, je pense qu'il a une vision de l'avenir qui est bien précise. Et je pense que, elle va passer par certaines conditions, et je pense que ces conditions-là, faut qu'elle passe pour qu'on puisse peut-être s'en sortir, quoi. Est-ce que c'est un bon président ? Moi, à l'heure actuelle, oui, je vois que c'est un bon président. À l'heure actuelle, il a fait revenir quand même le service civique, obligatoire à partir de 16 ans pour une durée d'1 mois. Je pense que c'est pas plus mal. Ça m'arrivait de regarder les infos quand même. Je suis en train de me dire, là, il y a des gens qui doivent nous écouter ou nous regarder qui vont prendre des fusils et ça. Mais non, mais après. Les opinions politiques, chacun les siens. Oui, voilà. On respecte les opinions politiques. C'est ça, carrément. Après, je sais qu'il y en a plein qui seront peut-être pas d'accord avec moi. Il y en a même beaucoup, ça c'est sûr. Non, mais bon, voilà. Je ne suis pas une personne riche. Je ne suis pas une personne pauvre. Mais moi, je ne vois qu'un truc, c'est l'évolution. Je veux dire, voilà. Alors oui, peut-être que c'est le président des riches, effectivement. Peut-être qu'il, voilà. Mais c'est pas un mauvais président. Mais ça reste pas un mauvais président. Jusqu'à présent, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a même été contre son parti. Il a même court-circuité son parti sur certaines décisions. J'estime que voilà. Et puis, merde, quoi. Il est jeune, quoi. Je veux dire, ça change des croulants qu'on a pu voir ou des mecs qui sont juste là pour se dorer la pilule à la première place de la prise de la France. Je veux dire, voilà, quoi. Donc tu vois tu penses qu'il a un très très bon avenir que... Moi je pense qu'il a un bon avenir. Après voilà, faut qu'il fasse ses preuves surtout. Et puis voilà, faut qu'il fasse ses preuves. Ça fait qu'1 an qu'il est là. Voilà, hein, on ne sait pas tout en une seule année, quoi. Je veux dire, hein, il savait très bien qu'en prenant ce poste-là, ce qu'il attendait, quoi. Donc voilà, maintenant s'il a un objectif bien précis et que cet objectif-là est le bon. Après tout, on l'a élu à une majorité écrasante. Voilà, quoi. Maintenant, on a voulu, on assume, quoi. Bon, après Macron, on va parler d'un autre président, Donald Trump. Oui. On va pouvoir faire aussi un autre débat. C'est un président qui a mal débuté, mais qui a tendance à se renforcer en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais un petit peu rappeler l'historique, hein, et après on en débattra. Quand Donald Trump a été élu président des États-Unis en novembre 2016, beaucoup d'observateurs, surpris de cette victoire improbable, affirmèrent que ce succès ne serait sans lendemain et que l'écrasante majorité de l'opinion publique américaine se détournerait rapidement de l'ancienne vedette de télé-réalité. 18 mois plus tard, parce que ça fait quand même 18 mois maintenant, le paysage politique américain s'est radicalement modifié. Le président est certes toujours désapprouvé par la majorité de la population, mais il a conservé et même conforté sa base républicaine, ce qui rend très aléatoire tout pronostic pour un scrutin présidentiel de 2020. Le scrutin de novembre 2016 fut décevant pour le candidat républicain. Il emporta certes la majorité des sièges de délégués qui sont appelés à désigner le président, mais il fut minoritaire en voix avec 3 millions de suffrages et moins que son adversaire Hillary Clinton, ce qui lui permit de clamer que le scrutin était truqué et qu'il aurait dû être majoritaire en voix.
signe des évolutions à venir. Ces affirmations accueillies avec déclin et par des élites des deux partis furent approuvées par une part appréciable de son électorat en dépit de leur invraisemblable manifeste. Les instituts de sondage soulignèrent aussi que le nouvel élu battait tous les records d'impopularité par comparaison avec ses prédécesseurs. Donc par exemple en janvier 2017, au moment de son entrée en fonction, seulement 40% des sondés avaient de lui une opinion favorable contre 54% d'opinions défavorables. Dès son entrée, hein. Il faut quand même le faire. Depuis, il y a une série d'événements qui ont accentué le caractère erratique d'une présidence qui a profondément déconcerté la classe politique et a vivement été critiquée par les médias de la côte Est. On a ainsi assisté à des remaniements incessants de l'état-major de la Maison-Blanche pendant que le procureur spécial Mueller a mené une très longue enquête sur le rôle de la Russie avec la campagne électorale de 2016 et d'éventuelles complicités avec l'équipe de Trump et des agents d'influence russes. Il y avait cette accusation-là, il ne faut pas l'oublier. Plusieurs anciens collaborateurs du président et son propre avocat sont actuellement l'objet de poursuites. Certains d'entre eux ont accepté de collaborer avec la justice et de lui fournir de précieuses informations pour éviter une condamnation à de longues années de prison. Les conclusions de Mueller sont donc attendues avec impatience par les uns et inquiétude par la Maison-Blanche. Par ailleurs, il y a le bilan législatif aussi du président et du Congrès républicain qui est maigre. Ça aussi, c'est pas forcément un bon bilan. La réforme du système de santé imposée par Obama n'a pas été annulée, contrairement aux engagements de Trump. La grande réforme de la fiscalité votée par enthousiasme par les républicains n'est approuvée que par une minorité des électeurs, tant il est évident qu'elle favorise surtout les grandes entreprises et le 1% des plus riches de la population. Dans ces conditions, on pourrait s'attendre à un effondrement de la cote du président en s'attendant les élections de mi-mandat en novembre 2018, donc dans maintenant 4 mois, qui renouvelleront un tiers du Sénat et la totalité du Congrès. En fait, il n'en est rien, parce que l'ensemble des enquêtes enregistrées en avril et mai 2018, donc tout frais, montrent que Donald Trump remonte dans les sondages. Eh bien oui, sachez que 42% des électeurs et 90% des républicains le soutiennent. Donc, alors qu'il y a un an, c'était moins. Les opinions hostiles sont en légère baisse, à 52%. Ça reste majoritaire, 52%. L'écart entre les deux est le plus faible depuis janvier 2017. Mais, c'est pas encore gagné. Hein. Comment expliquer cette évolution positive qu'on perçoit quand même mal en Europe, il faut quand même pas l'oublier. Il faut d'abord tenir compte de la conjoncture économique qui est pour le moment très favorable au pouvoir. Il y a aussi le taux de chômage qui est extrêmement bas. Et il y a aussi les États-Unis qui entrent dans leur 8e année d'expansion. Et ces bons résultats sont dans une large mesure le fruit de la politique d'Obama, mais la présidence de Trump en bénéficie largement. Toutefois, le succès relatif du milliardaire new-yorkais est surtout le résultat d'une mobilisation permanente et efficace de son électorat. Trump doit son élection à la conjonction des deux grandes familles d'électeurs. Il y a les blancs plus diplômés de Middle West, etc. Et puis il faut oublier qu'il y a aussi ses fidèles Twitter, parce qu'il est très très suivi sur Twitter aussi, il a un énorme soutien sur Twitter avec 50 millions d'abonnés. Ah, quand même. Il a un sacré pas. Un joli palmarès aussi, rien que ça. Donc de ce fait, il court-circuite en permanence les médias traditionnels qui lui sont souvent hostiles. Et il fait même mieux, il discrédite ces mêmes médias en les accusant de diffuser des fake news à son sujet. Carrément. Donc voilà. Il y a aussi puis, tout ce qu'il y a eu récemment avec la Corée du Nord, avec plein de choses. Même question que je pose. Il lui reste 2 ans et demi à Trump. Qu'est-ce qu'on attend qu'on soit enfin en 2020 pour en être débarrassé? Ou est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il a un petit peu redoré au contraire, est-ce qu'on peut aujourd'hui, avec certaines choses qu'il a fait récemment, est-ce qu'on a une meilleure estime de lui? Au contraire, ça change absolument rien. Est-ce qu'il nous dégoûte toujours autant, ou au contraire, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il a faites qu'on peut quand même l'applaudir et le féliciter? Et qu'est-ce qu'on voit pendant ces 2 ans et demi? Qu'est-ce qu'on s'imagine pour les 2 ans et demi à venir aussi? Moi, j'aurais tendance à dire qu'est-ce que ça cache. Il était au plus bas, puis là, il a dit, bon allez, on va redorer la pilule avec la Corée du Nord, voir un petit peu ce qui se passe, et tout. Il remonte dans les sondages. Moi, je dis que, voilà, faut pas oublier... Ça cache quelque chose. Il faut quand même pas oublier ce qu'il a dit. Il a été quand même très loin dans certaines paroles. Il a quand même accusé beaucoup de personnes à tort. Voilà, quoi, je veux dire. Donc, moi, je dis vivement 2020, quoi.
Donc ça changera rien. Ah, non. Même s'il a fait des bons trucs cette année, ça changera pas la personne. C'est pas lourd. C'est pas lourd. On connaît le personnage Trump. On le connaît aussi bien pour son sale caractère. On le connaît très peu pour ses bonnes actions. C'est pas le peu qu'il a fait que ça rééquilibrait la balance. D'accord. Même ce qu'il a fait avec la Corée du Nord, ça reste quelque chose d'exceptionnel quand même. D'exceptionnel, de rallier la Corée du Sud, la Corée du Nord, il y a une entente, etc. etc. Oui, ok, il n'y a pas de souci. Il y a la Russie quand même derrière, hein. Faut pas oublier qui reste dans le sens du poil la Russie. C'est vraiment le sujet noir qu'on a l'alliance Russie-États-Unis, voilà, c'est ce qui fait peur. Il caresse la Russie dans le sens du poil, donc ouais, non quoi. Non. Moi, je peux pas faire confiance à un gars avec qui on s'est battu pendant des années à mettre des barrières avec la Russie. Et puis, alors lui, j'arrive, coucou, bonjour, c'est moi, j'ouvre les barrières, tout va bien. La Russie, mais non, ils sont bien, la Russie. Ils ont peut-être un petit peu froid, il leur faut un petit peu de chaleur, mais tout va bien. Ouais, non, quoi. Bah, ce qui nous rend fébriles dans l'Europe, c'est cette union. Tu défonces pas ce qui a été construit depuis des années, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Là, en un claquement de doigts. Il a limite démonté la politique d'Obama, et même les autres. Hein. Et celle des autres, quoi. Je veux dire, alors, ok, les Bush, ils étaient ce qu'ils étaient. Mais pas à ce point. Quoi. Là, je veux dire, on va loin, quoi. On va très loin. Donc, vivement 2020 pour ma part, vivement 2020. D'accord. Et ça ne reste que mon avis. Donc, ça changera absolument pas la personne. Et puis, les 2 ans et demi qu'il faut encore subir et supporter. Je sais que j'ai honte pour l'Amérique. J'ai honte pour l'Amérique d'avoir un représentant de l'État comme ça. Voilà, j'aurais pas voté pour lui de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est pas une question de tronche ou quoi que ce soit. Hein. C'est une question que pour moi, ouais, non, ça reste le bon gars qui fait des émissions de télé et ça s'arrête là, quoi. Je veux dire, c'est un gars il est assez riche comme ça, il a pas besoin d'être au pouvoir, voilà. Très bien. On passe au sujet suivant, on change complètement. J'ai un sujet par rapport aux migrants. Est-ce que vous savez qu'est-ce que deviennent les migrants qui ont péri en tentant de passer par la France ? C'est un grand sujet, ça. Sachant que c'est un sujet local. Hein. Non, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un grand sujet local. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non, ça a rapport avec ici, avec Briançon. Oui, par rapport à la frontière italienne. Voilà, on oui, va en parler. Donc on va en parler. Donc sachez qu'en France, l'article 74 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu'un corps est découvert et que les circonstances de la mort sont inconnues, une enquête est diligentée sous l'autorité du parquet. Et pour les personnes étrangères en situation irrégulière, la question de l'identification est souvent au cœur de ces recherches. Du côté des enquêteurs, police ou gendarmerie, plusieurs méthodes sont exploitées pour retrouver l'identité de la victime. Donc lorsque la reconnaissance physique par un proche n'est pas possible ou certaine, la personne peut être identifiée par ses empreintes digitales si elle était déjà connue dans un fichier administratif ou judiciaire. Donc c'est ce qu'a expliqué le procureur de la République de Gap, il s'appelle Raphaël Balland. Et depuis le début de l'année, il a été confronté à 2 morts survenues dans les Alpes du côté de Briançon. Il y a eu 2 morts. Les enquêteurs peuvent aussi procéder à des comparaisons du profil génétique avec un membre de la famille présumée. Donc, autre élément d'identification, c'est le dossier médico-dentaire ou encore les éléments découverts comme les pièces d'identité, les bijoux aussi, les vêtements portés par le défunt. Il y a les réseaux sociaux aussi qui peuvent aider à trouver des informations. C'est ce qu'a dit le groupe d'information de soutien des immigrés. Donc par exemple avec des noms, des photos, des indices sur les proches, les récits de parcours depuis le pays d'origine, les contacts tissés sur la route, etc. Alors c'est un peu moins difficile d'identifier les personnes, mais lorsqu'aucune identification ne peut se faire, les associations locales travaillant avec les migrants prennent le relais. Donc soit la police, donc ça c'est ce qu'a dit, je ne sais pas si tu connais cette association, c'est l'Auberge des migrants. Qui est dans le coin, dans le secteur qui n'est pas loin. Ils ont dit ceci: soit la police va nous appeler pour savoir si on a observé une disparition inquiétante lors des distributions ou dans Calais, sinon ce sont les exilés eux-mêmes qui vont nous contacter pour nous dire qu'ils ont un copain qu'ils n'ont pas vu depuis 3 jours et qui ne répond plus au téléphone. Donc à Briançon, il y a eu les équipes Briançon dans les Hautes-Alpes, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Il y a les équipes de l'association Tous Migrants qui commencent à découvrir ces rouages. Donc le mois dernier, c'est tout frais, elles ont aidé à identifier Blessing Matthew, qui a, après la découverte d'un corps le 9 mai, dans les eaux de la Durance.
Les bénévoles attendaient des nouvelles de cette Nigériane de 21 ans, partie d'un refuge italien 2 jours avant. Une citation qui dit « On a su très vite qu'une personne avait disparu au bord de la Durance et avec les recoupements, on a pu vite faire des hypothèses très fortes quant à l'identité de la victime. » C'est ce qu'a dit Michel Rousseau, qui est coprésident de l'association. Et il a dit aussi que la comparaison ADN avec la sœur de la victime a permis de confirmer les soupçons des bénévoles. Donc une fois la personne identifiée, arrive la lourde tâche d'informer les proches. Je pense que ça te parle, ça, quand on dit ça. Qui font parfois le déplacement s'ils vivent en Europe. Un rôle revenant aux autorités quand elles ne sont pas devancées par les compagnons de route de la victime. Pour la suite, les associations prennent la relève avec les dispositions funéraires, les démarches administratives, les rencontres avec les autorités, les allers-retours jusqu'à l'institut médico-légal. Ils ont dit ceci, on voit avec les proches ceux qui souhaitent et s'ils veulent que le corps soit enterré sur place ou rapatrié au pays. Donc on demande aux familles pour ça. Les militants affrontent les questions des familles, leur chagrin et la colère. Le choc aussi pour ces parents qui ignorent souvent tout des conditions de vie de leurs proches. Beaucoup de familles voient ça comme un meurtre et non un accident. Ça, c'est fou à dire ça. Et elles ont du mal à comprendre aussi que c'est le membre de leur famille qui est allé sur l'autoroute, qui a essayé de monter dans un camion et que ça s'est mal passé. Donc c'est un travail de l'ombre qu'ils font dans leur coin sans soutien. Et par contre, sans soutien, quand même, l'association, ils n'ont pas de soutien. Quand une famille arrive et qu'elle a toute la colère du monde à lâcher parce que leur fils est mort, eh bien, on est tout seul à la table. C'est ce qu'a dit l'auberge des migrants. Voilà. Donc, une fois identifié, que devient la dépouille ? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, le choix revient à la famille, tout simplement. Dès lors qu'elle est retrouvée, certaines optent pour le repatriement du corps dans le pays d'origine. Un sac de nœuds administratifs conçu prendre en main les associations et les associatifs. À Calais, par exemple, il y a l'auberge des migrants qui travaille avec une entreprise de pompes funèbres qui s'occupe notamment d'obtenir les papiers permettant de rapatrier la dépouille. Vous savez combien ça coûte en frais ? Ça doit valoir en mort. Hein. C'est pas donné. Hein. Les frais pour envoyer le corps à sa famille varient entre 3 000 et 4 000 euros. Hein. Et sachant qu'ils ne sont pas forcément riches, c'est ça. Je ne vous raconte pas. Donc, n'empêche, je rassure, c'est souvent pris en charge par les associations. Oui, bah oui. Voilà. Heureusement qu'il y a des associations qui existent, parce que dis donc... C'est clair. Il y a eu le 18 mai aussi, tant qu'on est aux Hautes-Alpes, il y a eu un corps qui a été aussi découvert dans une forêt de Mont-Genèvre, dans les Hautes-Alpes. Je sais pas, tu vois aussi, près de la frontière italienne par des touristes. Alors, il n'est pas à ce jour, il n'a pas été clairement identifié, mais les bénévoles ont choisi de le baptiser Alpha. Je sais pas si ça me parle pas, pour qu'il ne soit pas complètement anonyme. Et voilà l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci les associations. Bah oui, parce que heureusement qu'ils sont là, parce que je pense que ça aurait été vraiment difficile et délicat. Hein. Si je dois vraiment féliciter une chose, vraiment quelqu'un, ben c'est tous les bénévoles des associations qui se mobilisent pour les migrants, notamment pour ceux qui malheureusement meurent. Mais c'est complètement con parce que à la fois tu as des associations qui sont là pour aider s'il y a des migrants qui sont morts, mais à la fois des associations après pour héberger les migrants, c'est autre chose. Je sais pas comment expliquer, c'est assez tranchant. Ils sont là pour aider les familles pour les enterrements, mais le reste après c'est pas non plus les restos du cœur, hein, faut pas les oublier. Donc c'est sûr. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut en dire de ça. Bah y a pas voilà, enfin c'est des associations déjà qui aident les migrants parce qu'il y en a pas des masses. Surtout dans notre département, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et puis voilà quoi, je veux dire, hein, ils font en sorte de leur donner un minimum d'humanité. Et voilà, et puis dans les cas où c'est tragique, et de leur donner un minimum de dignité aussi, une certaine dignité, soit pour rester ici, soit pour repartir dans leur pays d'origine, quoi. Je veux dire, donc après on peut comprendre la colère de la famille. Des familles, on peut la comprendre, elle est très largement louable de toute façon, puisque les familles ne savent pas. Ne savent pas le parcours, c'est bien beau, ton enfant il part pour un monde meilleur, tu sais pas les conditions, tu sais pas comment, est-ce qu'il va revenir, et comment ça se passe, etc. etc. Donc c'est compréhensif. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut rester quand même humain. Voilà quoi, on souhaite pas que son enfant meure dans des conditions catastrophiques comme là, hein, traverser une mer, traverser un pays, passer par des montagnes où on sait très bien que du côté de Briançon, la montagne, l'hiver, ça caille. Ça ne gagne pas, ça c'est sûr. Voilà, donc
Moi, je dis, voilà, elles ont un certain courage, un certain mérite. Et voilà, moi, j'aurais tendance à leur tirer mon chapeau là-dessus, quoi, je veux dire, parce que c'est pas, malheureusement, l'État qui ferait un tiers de ça, quoi. En tout cas, si tous nos respects aux associations. C'est ça. C'est la seule chose. Puis c'est pas évident, parce qu'il y a aussi cette barrière de langue qui fait que, parce que moi, j'en ai croisé quelques-uns, hein, notamment à Sisteron, voilà, notamment avec une autre association qui voulait faire passer les gestes de premier secours à un certain nombre de migrants, donc leur expliquer comment il fallait fonctionner, etc., et que malheureusement c'était pas une formation gratuite. Ils comprennent le français au moins déjà. Et voilà, déjà, ça aussi, c'est pas déjà évident, voilà, ça. leur faire comprendre que voilà. Qu'un massage cardiaque, regarder les gestes, c'est une chose, mais il faut parler, il faut communiquer avec la victime. Donc c'est pas évident. Nous, se faire comprendre, c'est pas évident. Les démarches aussi, pour avoir ce diplôme-là, sont pas évidentes, puisqu'il faut passer par la préfecture. Donc, après, ce qui peut vous aider à faire ça, c'est s'il y a des traducteurs. C'est ça, voilà, mais il faut avoir des traducteurs. Ouais. Donc voilà. Et l'association pensait que on pourrait offrir ce genre de formation-là. Comme j'ai dit, oui, on pourrait offrir ce genre de formation-là, allez, on va dire pour une dizaine de personnes. Et quand j'ai reçu, moi, le listing du nombre de personnes, bon, c'était pas jouable, quoi, je veux dire. On reste aussi, nous, aussi de notre côté, des bénévoles. Donc voilà, on peut casser les prix de formation, de demande de formation. On peut faire un geste éventuellement sur un certain nombre de personnes. Mais on peut pas former une quarantaine de migrants gratuitement, c'est pas possible. Et puis il faut le temps aussi de pouvoir les former, ne serait-ce qu'au PSC, quoi, je veux dire. Il faut avoir les formateurs disponibles, il faut avoir des traducteurs aussi disponibles, parce que les trois quarts parlent pas forcément l'anglais ou le français, ou le comprennent très difficilement. Donc je veux dire, nous, une formation de 7 heures, ça va vite devenir une grosse journée compliquée. Ouais, quoi. parce qu'il y a plus les voilà, traductions. puisqu'il y a cette barrière de la langue, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pas évident. Même nous, si on a pour obligation de baragouiner 4 mots d'anglais pour se faire comprendre, pour moi qui suis un total réfractaire à la langue anglaise, bon voilà, quoi. C'est pas moi qui va dire, bon écoute, en anglais, tu vas faire un massage cardiaque, donc voilà, je serais incapable de le lire, quoi. D'accord. Donc voilà, donc c'est pas évident. Et je sais que bon, ces associations-là ont été beaucoup critiquées au tout début des arrivées des migrants, parce que c'était mal vu, c'était pas bien, c'était nanani, nanana. Mais moi je dis que si on aurait dû inverser les rôles, on aurait été bien content de trouver ces gens-là pour pouvoir nous accueillir et pour pouvoir nous aider à faire des démarches administratives, etc., etc. Ouais. Très bien. C'est une petite parenthèse qui n'était pas prévue, Voilà. mais au moins tu auras fait passer le message. C'est ça. Ça, c'est bien. Dernière actu, alors c'est pas tout à fait une actu, c'est une future actu, hein, de toute façon, parce qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en parler. Tu devances l'actu. Disons que, en principe, comme on n'est pas là l'année prochaine, hein, comme on est censé ne pas revenir, je vais en parler maintenant, parce que c'est quand même une date importante. Est-ce que ça vous parle le 10 décembre 1948 ? Donc forcément, en 1948, on est en 2018, donc forcément, ça va être un anniversaire, ça va être les 70 ans. Simone Veil, non? 1948, c'est très fort. Non, parce qu'il y a eu un reportage sur elle, donc c'est pour ça que je pensais que tu avais fait le lien. Non, c'est pas sur ça. Non. C'est encore plus important, ce n'est pas rien ce qu'on va parler. C'est les 70 ans cette année. Ouais. L'abolition de l'esclavage, D'un non? texte. Sur l'homosexualité, non? En 1948. Je sais pas. Tu me la referas celle-là. Je sais pas, 48, j'étais pas né, donc... Non, tu sais que l'homosexualité c'était en 1992, si je me trompe pas, avec D'accord. Robert Badinter, mais D'accord, là on est en 1948. J'essaye de chercher, j'essaye de... Moi, je 48 sais pas. en plus, donc Seconde Guerre mondiale. Texte qu'on connaît très bien. Je sais pas, Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Oh putain, je m'aime. Ça va être les 70 ans de la Déclaration universelle, Ouais. les droits de l'homme, à ne pas confondre avec les droits de... Oui, parlons-en. Bon, enfin, on va en parler. J'ai un texte, voilà, j'ai un petit communiqué qui a été... moi, je trouve que je vais le lire, après je sais qu'on va en débattre longuement, je m'en doute bien. Mais je vais d'abord lire ce petit texte qui a été bien tourné, je trouve. Donc c'est à Paris, le 10 décembre 1948, que les 58 pays ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme, née des convictions humanistes de personnalités éclairées comme Eleanor Roosevelt ou René Cassin.
Oui. Tiens donc. On est chez lui. On est chez nous, là, on y est. Hein. Donc, fier de cet héritage collectif, la France est engagée pour que les principes proclamés par la déclaration soient appliqués partout dans le monde. Donc, 70 ans après leur adoption, ces droits universellement proclamés sont garantis par des principes, des normes, des règles de droit que nous avons élaborées collectivement et qui reposent sur des traités juridiquement contraignants et que nous avons tous signés. Ces droits restent cependant parfois contestés. La liberté d'opinion et d'expression souffre du rétrécissement de l'espace de la société civile. Le droit à l'éducation reste inaccessible pour beaucoup d'enfants dans le monde. Et dans les pays ravagés par des conflits d'une violence extrême, c'est le droit à la vie, vie des civils, vie des enfants qui est bafoué. Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle est l'occasion de rappeler notre conviction en la force du droit, fondement de l'ordre international et pilier de la paix et de la sécurité. La France portera ce message tout au long de cette année, en particulier le 10 décembre prochain, lors de la cérémonie qui va être organisée à Paris au palais de Chaillot, où a été signée la déclaration en 1948. Cet événement célébrera également le 20e anniversaire de la déclaration des défenseurs des droits de l'homme, qui a été adoptée à Paris 50 ans après la déclaration universelle. Il est de notre responsabilité collective d'assurer la sécurité des femmes et des hommes qui se battent partout dans le monde en faveur du respect et de la promotion des droits de l'homme. Soyez assurés que la France y veillera. Ça sera à en débattre. Nous célébrons aussi cette année le 25e anniversaire de l'adoption de la déclaration du programme d'action de Vienne. La voix du haut-commissaire aux droits de l'homme s'est avérée essentielle pour défendre les droits des opprimés là où cela a été nécessaire. La France réitère son plein soutien au travail accompli par le haut-commissaire et l'indépendance de son action. En cette année de commémoration, soyons dans nos actes à la hauteur du message que ces textes portent et que nous entendons promouvoir ensemble. Voilà, ça c'était un texte qui a été écrit au président de la République. Donc il fallait que je lise. Tu voulais en débattre peut-être un petit peu. Oui, enfin, on parle d'anniversaire, on parle de beaucoup de choses, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, en 2018, les droits de l'homme sont aussi bien respectés que ce qu'il était à l'époque ? C'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, il y a pas mal de contestations. On arrive à un point où on bafoue l'humanité, on bafoue beaucoup de choses. Voilà, quoi. Quand on voit qu'il y a encore dans certains pays, il y a encore des tortures, il y a encore de la dictature, il y a encore... voilà. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est encore normal à notre époque que ces droits-là ne soient pas respectés et que personne les fasse respecter? C'est bien beau de punir, de mettre des amendes, de dire voilà, nanani, nanana, il faut respecter les droits de l'homme, mais le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et je pense qu'il arrive à un moment donné où vers ces pays qui ont validé cette charte-là et qui ne la respectent pas, il arrive à un moment donné où je pense qu'il y a une punition qui devrait être assez sévère quand même. C'est bien beau de dire tel pays écope d'une amende pour le non-respect des droits de l'homme. Ouais, non, une amende c'est pas suffisant. Le problème, alors rappelons que les droits de l'homme c'est pas un texte de loi. C'est une charte. Oui, voilà. C'est une charte que les pays doivent respecter. C'est un petit peu la différence. Les droits de l'homme, c'est l'État. En fait, c'est l'État qui doivent respecter les droits de l'homme. C'est pas nous. C'est les dirigeants de pays. Les pays doivent respecter les chartes de droits de l'homme. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que la France respecte les droits de l'homme ? Je rappelle que la France est quand même le pays qui a écrit ces droits de l'homme. Et qui ne les respecte pas. Faut on est le pays qui est le pays fondateur des droits de l'homme en 1789, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui... Mais on ne les respecte pas. Elle est où la dignité ? On est aujourd'hui un des pays qui ne... Si on doit être cru, elle est où la dignité de l'homme en France ? Quand tu vois qu'il y en a qui dorment dehors. Quand t'en as que tu vois qui... voilà, qui ont des problèmes qui soient X ou Y et dans lesquels on les laisse sur le bas-côté. Je veux dire, elle est où la dignité humaine, quoi, je veux dire. Et on est censé être exemplaire. On est censé. On est censé. Moi, je dis, mes couilles, quoi. Je veux dire, mes couilles, le temps se brouille. On est franchement pas exemplaire et on est loin de l'être. Et on fait rien pour. De toute façon, si. Fermer les yeux, ça on sait faire, il n'y a pas de souci. C'est là que je me dis, mais parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui se sont battus pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Je me suis en train de me poser la question, les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils doivent en penser aujourd'hui ? C'est ça. Je ne veux pas faire de polémique ou loin de là. Je veux dire, c'est bien beau d'aller se mêler des problèmes des autres. Dans les autres pays, tout ça. Mais avant tout, occupons-nous de nos problèmes. Je veux pas faire de propos front nationaliste ou quoi que ce soit. Mais...
Enfin voilà quoi, je veux dire, on a des difficultés déjà dans notre propre pays à héberger tout le monde, à nanani, nanana. Qu'est-ce qu'on va les s'emmerder dans un premier temps avec des problèmes d'autres pays? Alors qu'il y a d'autres pays, honnêtement, je suis sûr que... Enfin, on viendrait pas, ils s'en porteraient pas plus mal. On est intervenu militairement parlant dans un pays où ça a choqué tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on a été y foutre? Donc en gros, c'est pas que tu veux pas qu'on se mêle plus jamais des autres pays, mais tu veux qu'on il y a des priorités, voilà, mettre en place. Je suis désolé, tu vas encore me dire, je sais ce qu'on va me dire, on va me dire ouais, tu fais souvent des comparatifs avec l'Allemagne. Et excusez-moi, oui, quand je vois au stade où ils en sont arrivés, il y a de quoi faire des comparaisons. Ça fait encore une année de plus qu'ils ont la même chancelière. Elle est là, s'ils l'ont toujours élue, c'est qu'elle tient le bon bout et qu'apparemment sa politique leur va bien. Ils s'occupent de leurs problèmes. Et après, ils vont s'occuper des problèmes de l'Union européenne et des autres pays, je veux dire. Mais ils s'occupent de leurs problèmes. Pourquoi on fait pas la même chose? Non mais sérieux, depuis que tu l'as rencontré, t'es accro, c'est pas possible. Mais oui, parce que monsieur l'a rencontré. Oui, hein, et 2 fois en plus. 2 fois, ouais. Oui, c'est pas pour la chancelière. C'est quand tu vois ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus, quoi. Je veux dire, ok, ils sont pas encore au top du top, quoi, je veux dire. Mais putain, enfin... Mais ils tiennent la route aussi. Ils ont fait des réformes de ouf. Ok, les Allemands, ils ont dit... Ils en ont chié, quoi. Je veux dire, il faut parler logiquement. Ils en ont chié. Mais à l'heure actuelle... ils sont sortis de tous leurs emmerdes, quoi, je veux dire. Le taux de chômage est vachement en baisse, le pouvoir d'achat a remonté et tout ça. Je veux dire, parce qu'ils ont fait des réformes là où il fallait, et ils ont fait confiance aux bonnes personnes, quoi, je veux dire. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Alors qu'on est quoi on est juste voisins, quoi. Je crois que tu confonds 2 choses. Tu parles de la politique intérieure et on parle des droits de l'homme, là. Oui, mais pourquoi ? Parce que on s'occupe... Madame Merkel s'occupe, de ces problèmes qui intéressent son pays, donc de ses habitants, etc., qui soient dehors, etc., etc. Je suis pas convaincu. Et nous, ouais, ok, alors... À mon souvenir, je suis pas sûr que dans les articles des droits de l'homme, en disant chaque pays doit s'occuper du sien. Mais non, mais c'est pas une question de s'occuper que du sien. Mais je veux dire, il y a des priorités. Je veux dire, d'où on peut se dire représentant des droits de l'homme, alors qu'on les bafoue chez nous. On se dit représentant et on bafoue chez nous. Alors, on bafoue surtout tout ce qui est... dignité humaine. Oui, c'est plutôt ça. Voilà, c'est pas la politique qu'on parle. Oui, non, je parle pas politiquement, mais voilà, quoi. Je veux dire, on est les précurseurs de ces droits-là. Et puis, on se torche... Enfin, excusez-moi du terme, mais on se torche le cul avec, quoi. Parce que, on n'applique pas. Mais à part ça, on est les précurseurs. Quelle honte. J'ai tendance à dire, quelle honte. Donc c'est quelque part un anniversaire amer qu'on peut dire. Mais c'est même pas un anniversaire. Moi, j'aurais même dire honte. J'aurais honte de fêter ce genre d'événement là, en sachant qu'on les applique pas. Au niveau universel, oui, mais en France, oui, voilà, universellement parlant, bon, voilà. Mais en France, bout quoi, un gros bout quoi. D'accord. Il y a beaucoup de travail à faire. Du genre. Du genre qui est, il faudrait peut-être s'enlever un petit peu là des pilules dorées, tout ça. Moi, je pense surtout tout ce qui est violence, tout ce qui est. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a beaucoup de choses en ce moment. C'est facile. On met la violence sur les cités sensibles, les machins. Parce que dans nos campagnes, il y en a pas de la violence. Mais il y en a partout de la violence, mais c'est pas ça, c'est que... Il arrive à un moment donné, on trouve ça normal que des pauvres gars qui viennent d'un pays qui sont en difficulté, tout ça, ils arrivent dans un pays pour respirer un petit peu, pour trouver un second souffle, et on leur jette des pierres, enfin je sais pas quoi. Et ce qui est difficile avec la France, c'est qu'on est censé être un pays démocratique, et en fait on est un des pays qui donne le mauvais exemple sur le vivre ensemble. Ah mais c'est ça. C'est incroyable. C'est carrément ça. Je parle quand déjà, je dis vivre ensemble. On respecte pas les gens qui viennent d'un pays X ou Y parce qu'ils sont en temps de guerre ou quoi que ce soit. Mais on se respecte pas déjà nous-mêmes. Et on ose faire des leçons de morale. C'est ça. Mais quelle honte. Mais enfin, balayons devant chez nous avant de balayer devant chez les autres, quoi. Je veux dire, il arrive un moment donné. Alors demain, nous, toi, n'importe qui va accueillir un migrant parce que le gars, il est en difficulté, tout ça. Eh ben, on va se faire passer pour quoi ? Pour des guignols. C'est ça. Tout simplement. Alors que c'est le b.a.-ba, quoi.
Je veux dire, c'est le b.a.-ba des fondamentaux des droits de l'homme, quoi. Donc, honte à la France. En Mais conclusion. mais c'est ça. Mm. J'aurais même limite à dire, à reprendre certaines paroles d'une personne qui partage ma vie. Ouais, j'ai même limite à avoir honte d'être français, quoi. Ah oui, quand même. Ah oui. ça, ce point. Bah, je suis désolé. Mhm. On n'aimerait pas qu'on nous fasse un quart de... Si on devait tout inverser, Mhm. est-ce qu'on accepterait un quart de ce qu'on fait subir aux autres ? Non. Ça m'étonnerait, oui. Eh ben voilà. Mm. Enfin, c'est vrai que aussi avant que nous on donne des leçons aux autres pays, il faut qu'on déjà on a du travail à faire Voilà, dans notre pays. c'est ça. C'est ça qu'il Donc faut dire. voilà. Oui. Ouais, je suis désolé, mais bout, quoi. Un gros bout, quoi. C'est jamais bien parce que souvent le président, c'est peut-être un petit reproche que je vais faire à Macron pour une fois, c'est que il reproche beaucoup de choses, comment ça se passe en pays. Il a condamné par exemple ce qui s'est passé dans les Tchétchénies, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on attend aussi que le président français condamne ce qui se passe dans son propre pays. Mais c'est ça qu'on veut savoir. T'imagines qu'il y a eu une bavure policière, mais c'est v'là la bavure, hein. Mhm. Mais c'est normal, Mhm. c'est logique. Oh bah ouais, ils ont fait que se défendre. Bah ouais, ils ont juste laminé le gars qui sortait de chez lui, qui avait rien à voir avec les gars qui étaient en train de dealer ou je ne sais pas trop quoi. Le mec, il sort tranquille, le jeune, il sort tranquillement de chez lui pour aller se balader et tout. Mais c'est lui qui s'est fait défoncer la gueule. Mais les policiers, légitime défense de quoi ? Mhm. De rien du tout. Elle est... Bah ouais, l'injustice, elle est là. Ah, Le non-respect, il est là. bien sûr. C'est tout. On se fait même pas respecter dans son propre pays et par ses propres dirigeants. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein. C'est clair. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Choisis pas sa couleur de peau, encore moins les tourments hétéros. Qui sommes-nous pour juger ce qui est bien ou mal? Dit-on pas que chacun est égal? Voilà, c'est fini. À très bientôt.